Ce qui me semblait important, c'était de revenir sur la vision des utilisateurs par rapport donc, à ces prévisions des sécheresses et anticipation de la ressource en eau. Et donc, c'est vrai que donc, à Météo France, on avait commencé ces travaux aussi en même temps que préviste, donc aux alentours de 2010. Et donc, pour moi, donc on a eu de fréquentes discussions avec les utilisateurs. Il y a quand même plusieurs difficultés qui me paraissent importantes à lever sur la vision des utilisateurs. D'abord, cette notion de prévisibilité. Donc, on l'a vu donc avec Mathieu et Émilie. Moi, je trouve que c'est des questions importantes parce que cette prévisibilité, donc, finalement, elle dépend de la composante atmosphérique. Et donc, Lauriane nous a montré ce matin à quel point donc, elle est faible, malgré tous les efforts qui sont faits en modélisation sur physique du climat en prévision saisonnière. Donc, elle reste faible à nos latitudes. Mais par contre, elle est variable selon les années, selon les paramètres, selon les saisons. On y rajoute donc de la prévision, on y rajoute de la mémoire de la composante hydrologique, mais elle dépend des bassins versants, elle dépend encore de la saison. Et donc, finalement, selon les problématiques des utilisateurs, donc, on a une prévisibilité qui est très variable, qui peut être très utile, mais qui n'est pas systématiquement garantie selon les bassins. Ça veut dire qu'avant, finalement, d'imaginer une application particulière, il y a à se poser la question de la prévisibilité réelle qu'on peut avoir sur son bassin. Il y a une autre dimension, moi, qui me paraît intéressante aussi par rapport à l'expérience qu'on avait pu avoir. C'est dans un projet européen qui s'appelait Euphorias, et où on essayait de voir quelle était l'utilité de ces prévisions saisonnières hydrologiques. Et on avait rejoué 30 ans de prise de décision. C'était pour la vidange des grands lacs de Seine. Donc, voilà. Et donc, avec ou sans prévision saisonnière, et de savoir si on prenait une meilleure décision quand on avait de la prévision saisonnière. Et donc, il faut quand même 30 ans. Enfin, voilà. Donc, c'est une prévision probabiliste, la prévision saisonnière. Et donc, cette difficulté voilà, finalement, de savoir comment l'utiliser. Et donc, ça avait mis en évidence qu'on faisait légèrement mieux avec de la prévision saisonnière. Donc, ce n'était pas non plus une révolution extraordinaire. Mais par contre, ça permettait de mieux comprendre quel était le processus de décision aux ces différentes étapes et que finalement, donc, ça menait à avoir un éclairage sur la façon dont on prenait une décision et de bien comprendre l'utilisation des prévisions saisonnières, donc, qui relèvent d'une décision stratégique par rapport donc, à ce qui relève plus de la prévision au jour le jour, qui relève d'une décision tactique. Et, voilà, et donc d'essayer de comprendre ces éléments-là. Donc voilà donc un petit peu ce que je voulais mettre en entrée de cette table ronde. Donc la première question, elle va être pour toi, Florence. Et donc voilà, donc par rapport à toute ton expérience sur ces projets de prévision saisonnière, donc quels sont les éléments qui t'ont paru le plus important aujourd'hui par rapport à tous les défis qu'il y a encore à relever en matière de prévision saisonnière hydrologique? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc moi, j'avoue que ce que je constate, c'est que finalement, on est passé d'une époque où il y avait des prévisions sur les débits, surtout pour les crues, à des prévisions sur les étiages. Et ce qui montre, c'était bien illustré aussi ce matin par Luc sur le EDF, hein, les étiages, ça devient une question régnante. Et on voit que depuis plus de 15 ans que ces travaux de prévision des étiages ont commencé, on commence à avoir des bons résultats, mais il faut quand même de la durée. Pour ce qui est des nappes, c'est un peu pareil. Alors, nous, on avait commencé à travailler sur les nappes parce que les eaux souterraines, elles ne sont pas si bien connues. Elles ont un côté prévision plus longue, sans doute. C'est pour ça qu'on était parti directement sur la prévision saisonnière pour les nappes. Et ça permettait bien de faire le lien avec la météo, c'est-à-dire quel est le gain qu'on peut avoir de la prévision météo sur les prévisions saisonnières des nappes. Et donc là, moi, ce que je constate, c'est que grâce à ce travail, à ces travaux, en fait, finalement, on commence à mieux lier prévision des débits et hydrogéologie. On voit que vous avez inclus les prévisions des nappes. On voit aussi qu'on est passé du point de mesure au bassin versant. Et je pense que tout ça, c'est une dynamique, un processus qui est important. On se rapproche un peu plus, je vais dire, du système réel, du fonctionnement hydrologique, alors que justement, avant, on pouvait avoir de très bons résultats avec un débit, un modèle calé sur une station, et finalement, ça nous challenge un peu et on est obligé d'aller au plus près de la modélisation et du coup de mieux se rapprocher collectivement du fonctionnement global. Et après, ce qu'on peut voir, c'est les défis qui sont liés à l'observation. On voit que ça joue beaucoup, hein. Donc, on a cité les débits. On a un petit peu cité la pluviométrie, mais je t'accorde que ça reste une question clé à certains endroits, la pluviométrie. Et puis, bien sûr, moi, je pourrais citer la recharge ou
ou l'anthropisation par les retenues, tous ces éléments-là, l'observation, ça reste un enjeu aussi pour améliorer les prévisions. Merci. Merci beaucoup, Florence. Donc, la deuxième question va être pour conclure. Donc, par rapport à tous les enjeux institutionnels qu'on n'a pas finalement évoqués tant que ça au cours de la journée, donc quels sont ces enjeux institutionnels autour de la prévision des sécheresses, l'anticipation de la ressource en eau, finalement, donc la recherche de cyprès, voilà, quels enjeux répondent de ce point de vue-là, puis tu peux rajouter aussi des éléments de biodiversité, c'est aussi un sujet d'habitude. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Ouais, du coup Cyprès, on répond à un enjeu qui est lié au partage de la gestion durable des REBE, la gestion quantitative, et ça, c'est une des missions à laquelle l'OFB est censé répondre et appuyer le ministère de l'Environnement d'un point de vue technique. Et dans cette gestion quantitative, on distingue la gestion structurelle. Et donc, il y a par exemple le projet Explore 2, où là, on se projette dans l'avenir, on essaye de regarder comment les usages vont devoir s'adapter et s'adapter aux ressources qui sont disponibles. Et là, prémisse ou Cyprès, ça répond plutôt à une gestion conjoncturelle. En fait, on considère que même si on s'adapte, il y aura toujours des aléas climatiques, et donc on aura toujours besoin d'anticipation. Donc, c'est vraiment par rapport à cet enjeu on cherche à s'améliorer et à mieux anticiper pour à la fois limiter. Alors, dans le Code de l'environnement, on doit répondre à des enjeux de salubrité, sécurité incendie et alimentation eau potable. Ça, on a l'obligation de répondre à ça. Et après, l'idée d'anticiper, c'est aussi de pouvoir limiter les conflits entre les usages à l'amont et les usages en aval. Donc, et puis, limiter les dégâts sur la biodiversité. Alors, pour ça, il y a différents documents institutionnels dans lesquels est mentionné Cyprès et l'amélioration des modèles de prévision. Il y a le plan eau, et puis il y a le plan d'adaptation au changement climatique, mais il y a surtout aussi le guide sécheresse. Le guide sécheresse, c'est le guide qui va définir en fait tout le dispositif étatique qui décrit les différentes étapes en fait de la prise de décision d'arrêter temporaire de restriction. Et là, pour l'instant, Prémis est bien mentionné et on le mentionne. Alors, il n'intervient pas dans les données qui vont déclencher des niveaux de gravité, donc les niveaux vigilance, alerte à renforcer, crise, mais par contre, il est bien mentionné comme étant un outil d'aide à la décision, en fait, pour asseoir le passage d'un niveau à un autre. Donc, c'est ça principalement les enjeux auxquels on cherche à répondre. Et du coup, dans le site État-Étiage, alors il y a deux instances. Je suis trop longue ou ça va? Il y a deux endroits où finalement on arrive à valoriser ces données. C'est effectivement, François l'a mentionné dans sa présentation, il y a le comité d'anticipation et de suivi hydrologique, qui est l'équivalent du comité sécheresse ou comité ressources en eau qui ont lieu à l'échelle départementale. Et donc là, maintenant, ça y est, on présente les prévisions débit, et ça c'est vraiment chouette à l'échelle nationale depuis cette année. Et puis, le site État-Étiage qui vient d'une collaboration entre la DGPR et la DEB, et puis nous, pour mettre à disposition des DDT, parce que comme tous les problèmes qu'a mentionné Yann, j'ai oublié son nom de famille. Oui. Tous les problèmes qu'il a mentionnés, en fait, on les connaît aussi en France, hein, parce que du coup, effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, la DGPR, elle répond à un risque de crue. Et donc, on n'est pas encore ultra bien organisé entre la biodiversité et la prévention des risques sur la question de la sécheresse en particulier. Donc, pour toi, David est donc en tant que responsable de l'hydrométrie, donc à la production de ces données. Donc, on a parlé des incertitudes. Donc, ça, je sais que c'est quelque chose qui te tient bien à cœur, voilà. Et de regarder par rapport aux usages qui sont faits de ces données, ces valorisations, voir un petit peu quelle était
ton regard et les recommandations. Est-ce qu'on va trop loin? Comment toi, tu apprécies voilà, cette utilisation des données et quelles recommandations sur le bon usage qui peut être fait à travers ces chaînes de valorisation qu'on a vu aujourd'hui? Merci beaucoup. Oui, en effet, je voulais faire passer deux messages là, cet après-midi. Le premier, c'est effectivement sur les incertitudes. On en a parlé en début d'après-midi et j'aimerais insister là-dessus. On a parlé d'incertitudes, il faut savoir qu'elles sont fortes en base d'eau, voire très fortes, et que souvent elles sont sous-estimées ou complètement passées sous silence. Donc ça, c'est vraiment un énorme problème pour nous en tant que producteurs. Donc j'aimerais insister, vous donner quelques chiffres. On parle souvent d'incertitude, je pense que à peu près tout le monde a ce chiffre en tête de 7%. On parle souvent d'une incertitude de l'ordre de 7% pour les données de débit. Alors ça, c'est valable, on est d'accord pour les données de moyenne d'eau. Quand on est en base d'eau, quand on a entre 15 et 20%, ben, on s'en est plutôt bien sorti. Et le problème, c'est que sur un certain nombre de stations, on est plutôt à 20 ou 50%, voire beaucoup plus. Donc, ben, ces sources d'incertitude, elles sont multiples, hein, mais je vais vous en rappeler quelques-unes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a bien entendu les difficultés inhérentes au site, c'est de la physique, hein, c'est tout, on mesure des hauteurs, des débits, donc en très basse eau, mesurer des hauteurs au millimètre près, c'est ce qu'il faut être capable de faire, on ne peut pas, hein, à l'échelle de centimètres, à commencer par ça, et mesurer des débits, quelles que soient les techniques qui peuvent être employées, et même quand on essaie de doubler les techniques, de les changer, l'incertitude reste très forte. Donc ça, c'est la première source importante d'incertitude. La deuxième, qui est encore plus forte, c'est la sensibilité, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait que toutes nos stations soient installées avec des seuils et des contractions pour qu'à bas débit, on puisse avoir une sensibilité qui permettent de publier des débits nécessaires. Alors déjà, on a parlé de statistiques d'étiage, moi ça me fait peur quand j'entends parler de ça, parce que quand on voit l'incertitude, quand je vous parle de plus de 50 à 100% sur nos débits produits, ben derrière on se permet de faire des statistiques, on se permet d'en faire des usages, de faire des modèles. Voilà, c'est quand même très compliqué. Des stations équipées avec des seuils, des contractions, faut être très clair, il y en a peu, voire très peu, d'autant plus qu'aujourd'hui on nous demande de les détruire. C'est des ouvrages qui ont été construits il y a une vingtaine d'années et qu'à beaucoup d'endroits on nous demande de détruire pour la continuité écologique. Donc on essaye de maintenir des contractions autant que possible, mais encore une fois, un bon nombre de nos stations, y compris celles à usage réglementaire, n'ont pas une sensibilité satisfaisante. Et le dernier point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, mais qui se retrouve exacerbé ces dernières années, c'est les variations saisonnières, notamment la végétation aquatique, mais ce n'est pas la seule chose. On a des problèmes avec le gel, on a des problèmes avec les castors, on a des problèmes avec les barrages de baigneurs. Mais avant tout, la végétation aquatique, elle explose dans le grand nombre de nos cours d'eau et son influence en période de base d'eau peut dépasser 15-20 cm de hauteur. Quand 1 cm de variation de hauteur peut avoir jusqu'à 50 à 100% d'influence sur le débit, je vous laisse faire le calcul de ce que peut donner 15 à 20 cm d'influence liée à la végétation. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté dans une de mes questions sur la prise en compte de la variabilité, excusez-moi, temps réel de ces incertitudes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a jaugé, finalement, on a une incertitude qui ponctuellement redevient acceptable ou relativement faible. C'est-à-dire on va descendre d'une incertitude de 15-20%. Et plus on s'éloigne de la date de dernier jaugeage, cette incertitude peut exploser. Et les moyens du service de l'État sont ce qu'ils sont. Donc, même si on essaye de passer plus ou moins régulièrement, même si on essaye de cibler nos passages sur les stations en jeu, on a très régulièrement des stations qui ne sont pas jaugées pendant plus de 3, 4 semaines, 5 semaines. Donc, voilà. Donc l'incertitude dans ces conditions-là, en temps réel, n'est plus du tout au rendez-vous. Donc, autant on peut faire un usage temps réel des stations qui viennent d'être jaugées, autant sur les stations qui ont une faible sensibilité, des stations qui sont soumises à des influences végétatives, ou des stations qui ont des jaugeages qui sont trop anciens, il est hors de question de faire un usage temps réel de ces données, c'est-à-dire qu'il faut faire un usage pur temps différé, une fois que les données ont été revalidées, recalculées sur la base de ces passages. Donc ça, c'est mon premier message là, sur la prise en compte de cette incertitude qui est souvent sous-estimée. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on ne publie pas encore ces incertitudes, donc la balle est dans notre camp, on en est conscient. Pour autant, c'est un sujet qui est assez délicat. J'espère qu'à moyen terme, on arrivera à publier ces incertitudes pour donner à voir toutes les données nécessaires à une prise en compte de ces données. Dans l'attente, on a mis plusieurs choses en place, notamment par un groupe de travail qui a travaillé spécifiquement sur l'étiage et qui a produit plusieurs documents. La première chose, c'est une plaquette qui permet de rappeler à tous nos bénéficiaires de nos données la façon dont on produit une donnée en hydrométrie pour bien expliciter les sources d'incertitude de ces données. Parce que c'est important en tant qu'usager que les gens comprennent à quel point on a des difficultés de produire et pourquoi on fait des recalculs
sans cesse, pour qu'on affine sans cesse nos données au fur et à mesure du passage. C'est pas forcément un manque de moyens, c'est inhérent à la physique, à la façon dont on produit la donnée, et donc c'est inévitable. Donc il faut que les gens acceptent et le prennent en compte dans leurs usages. Le deuxième point, c'est qu'avec les DDT qui sont nos principaux bénéficiaires, on a mis en place une doctrine étiage qui va être un document qui va être annexé, je l'espère, au document sur la sécheresse, au guide sécheresse, pardon, je perdais le nom. Ce document, ça va être une sorte de document contractuel entre nous, la DDT, pour rappeler les engagements de chacun, c'est-à-dire les engagements des services producteurs à aller suivre spécifiquement les franchissements de seuil, à les jauger plus régulièrement, à aller faire un suivi des corps TH là, pour les influences végétatives. Voilà, un ensemble de choses pour qu'on ait un service le plus homogène possible au niveau national. Mais c'est également des engagements de la part des DDT à regarder quels sont les écarts entre les différentes seuils sécheresse pour avoir suffisamment d'anticipation. Des écarts en débit, mais en temps. Souvent, on met des écarts qui peuvent paraître assez pertinent en termes de débit, en termes d'auteur entre deux seuils. Et pour autant, quand on regarde la rapidité avec laquelle ils sont franchis, en moins d'une semaine, on est capable de franchir le seuil d'alerte renforcé et le seuil de crise. Donc, autant dire aucune anticipation possible dans ces conditions-là. Donc, ça veut dire qu'il faut collectivement qu'on arrive, c'est ce que disait Claire à l'instant, hein, c'est pas complètement mature aujourd'hui la gestion des étiages par rapport à la gestion des crues. Donc, on a encore besoin de se coordonner avec les services bénéficiaires de nos données qui vont prendre ces mesures restrictives. Et nous, on a besoin de progresser sur la publication de ces incertitudes. Le dernier point, j'en ai fini. Claire a parlé du site état étiage. Aujourd'hui, c'est effectivement le portail qui est en train d'être développé pour permettre de mettre à disposition l'ensemble de ces métadonnées, et y compris les prévisions issues de prémices, auprès des bénéficiaires de nos données pour l'étiage. Et j'espère qu'il permettra à court terme d'y associer également les incertitudes sur nos données temps réel. Et dans ces conditions-là, je pense qu'on mettra à disposition l'ensemble de nos données, tant sur les incertitudes que sur tous les recalculs, la date de nos derniers jaugeages, la présence ou pas de cortège sur les stations, pour que les bénéficiaires puissent vraiment prendre une décision sur la base de tout un faisceau d'informations et pas faire semblant d'avoir une donnée temps réel qui est fiable alors que ce n'est pas le cas. Excusez-moi, c'était un peu long. Donc, Marion, si vous nous entendez, venir sur quels sont les besoins aujourd'hui du secteur agricole en matière de connaissance de l'évolution de la ressource en eau, alors peut-être à l'échelle saisonnière, voire même un petit peu au-delà, puisque dans la préparation de la table ronde, j'ai compris que ça pouvait même être jusqu'à du pluriannuel. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour répondre à cette question, juste un premier, on va dire, petit point technique. Effectivement, sur ce volet anticipation, la première difficulté, on va dire, au niveau des exploitants agricoles, ça va être plutôt sur le volet, j'ai envie de dire, anticipation, prévision, météo. Projection climatique, et ça regarde à la fois des cultures irriguées ou non irriguées, sachant que sur une région comme la nôtre, donc en Pays de Loire, l'irrigation, ça va plutôt être une assurance, c'est-à-dire que c'est un complément sur les périodes d'absence de précipitations, notamment en période estivale, pour se garantir un minimum par exemple, de production fourragère, ou se garantir un minimum de production sur de la production de maraîchage, et tenir le volet, on va dire, économique de l'exploitation. Sur ce volet, on va dire plutôt anticipation ressources en eau, l'idéal, c'est de disposer d'informations au moment de la préparation de campagne, sachant que c'est un des paramètres parmi d'autres, cette disponibilité de la ressource, parce que il va y avoir la disponibilité de la semence, il va y avoir aussi l'intégration des cultures dans leur rotation, et donc les possibilités de substitution. Mais globalement, on va dire le premier niveau par rapport à ce qui était expliqué tout à l'heure, c'est effectivement de pouvoir anticiper, on va dire, à l'image de ce qui est fait dans les gestions collectives de l'irrigation, mais là, en ce moment, sur décembre-janvier, de pouvoir avoir une première projection de ce qui va être l'étiage à venir, peut permettre un ajustement un ajustement des assolements, sachant que ce sera forcément un ajustement à la marge quand on est sur une prévision comme ça saisonnière, puisque
on est sur des exploitations qui reposent sur des systèmes globaux. Donc, je le disais, je le disais tout à l'heure, il y a d'autres paramètres. Et donc, on va pas pouvoir, même si on sait qu'on a une sécheresse très intense qui arrive, arrêter, par exemple, dans le cadre de verger, se dire, bah, on arrête tout. Enfin, voilà, on va être vraiment sur ces choses-là. Après, c'est bien de pouvoir le faire, hein. On avait notamment, comment dire, au moment de l'année 2022-2023, où il y avait eu peu de recharges, donc on s'attendait à un étiage potentiellement sévère. On avait pu effectivement communiquer sur ces risques et donc proposer des ajustements à la marge, par exemple des substitutions de quelques parcelles une fois que le système est bien pensé, et puis aussi des stratégies qu'on pourrait dire un peu d'évitement, mais sur des cultures annuelles, la possibilité d'avoir des semis un peu plus précoces ou des variétés un peu plus avec des cycles un peu plus courts qui permettent de limiter la période de sensibilité. Sur le volet pluriannuel, on va plutôt on va dire déjà, il y a le cadre, hein, comme il était dit tout à l'heure, de gestion structurelle dans lequel, en fait, on a des études qui nous fournissent, en fait, des volumes prélevables, donc qui nous donnent un peu le cap à tenir, sachant qu'après, l'idée, c'est de pouvoir inscrire l'évolution des systèmes agricoles dans ce cap. Mais on garde une difficulté qui va être la variabilité interannuelle. Puisque, en fait, quand on est sur des plantes annuelles, d'une année à l'autre, même si on connaît le cap, on peut avoir des accidents climatiques qui font qu'on va y avoir une réorientation des assolements. Après ce volet pluriannuel, clairement, dans le cadre de nappes captives, où on va gérer un stock, là, ça a vraiment une plus-value et on a quelque chose qui est plus simple à accompagner. Tout comme d'autres pistes de réflexion, on va dire, de pouvoir, par exemple, faire un stock d'affouragement une année où ça fonctionne bien pour être un peu plus résilient une année où la production peut être plus compliquée. Merci beaucoup, Marion. Donc, on voit que les attentes donc, pour le secteur agricole sont importantes et pas forcément toujours corrélées à la prévisibilité naturelle et hydrologique. Donc, il y a des défis à relever. Alors, donc, puisqu'on parle de défis pour l'avenir, donc je vais revenir vers toi, Florence, pour nous dire voilà, donc, quels sont les grands projets, programmes qui sont en cours donc, dans ce secteur. Donc, est-ce que l'IA, notamment, va permettre de tout résoudre, les jumeaux numériques? Voilà, quelles sont les solutions devant nous? Oui, alors merci. Donc, parmi les projets qui sont actuellement en cours, il y a le PEPR One Water qui soutient dans son projet ciblé anticipation, donc les projets sur les prévisions des débits et des nappes. Donc, une espèce de fusion entre les projets prémices et AQFR notamment, où on pourrait, donc on essaye de travailler à rendre disponible des prévisions météo améliorées pour un usage commun et un partage des compétences. Donc, je pense que ça, c'est un projet qui est en cours et qui va encore durer 6 ans à peu près normalement. Donc, il y a moyen qu'on arrive à faire des progrès, on l'espère. Et dans ces projets-là, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup inclus l'IA. Ça ne veut pas dire que l'IA, il ne sera pas, parce qu'effectivement, on peut sans doute développer des choses avec l'intelligence artificielle qui seraient certainement intéressantes. J'imagine qu'un des intérêts de l'intelligence artificielle, c'est aussi le temps de calcul. C'est ça qu'on voit aussi dans ces outils-là, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Du coup, peut-être qu'on peut faire des ensembles plus grands. Peut-être que ce sera intéressant d'avoir des ensembles plus grands, qu'on pourra du coup avoir une dispersion plus forte et une prévisibilité plus accrue. Donc, je pense que ça fait partie des outils qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordés, mais qui seraient certainement intéressants. Après, là où je me méfie un petit peu avec l'IA, c'est l'apprentissage statistique dans le passé, du coup, un petit peu, hein, c'est ça. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé va pas forcément complètement se reproduire, hein. On voit qu'il y a, on l'a cité avec la Chambre d'agriculture, donc on a des adaptations, des assolements, on a des réactions qui peuvent se produire, qui peuvent faire que le signal à venir durant les phases d'étiage seront différentes. Moi, je trouve que assez typiquement, cette année 2025, elle est quand même assez extraordinaire avec
on commence avec un hiver très très humide et puis on s'effondre en étiage dans les nappes. Ça, je pense que si on était parti que sur de la statistique, on n'aurait pas vu non plus. Bon, en même temps, je ne sais pas exactement comment intégrer ces systèmes-là, mais il y a certainement aussi d'autres actions à travailler. Et une des actions, c'est une meilleure intégration de l'anthropisation. Peut-être que l'IA peut aider là-dessus, peut-être que les données satellites peuvent aider à ça aussi. Voilà, ça reste quelque chose d'assez ouvert, mais globalement, je pense que on n'arrivera pas à tout aborder les points dans OneWater, donc je pense qu'on est encore ouvert à tout un tas de collaborations dans des projets nationaux ou internationaux. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Donc, Claire, François nous en montait ce qu'il l'avait déjà prévu donc, sur la plateforme Prémisse donc, pour intégrer les résultats du projet Cyprès. De manière plus générale, peut-être, donc, qu'est-ce que ça t'inspire finalement de tous les résultats qu'on a vus aujourd'hui sur l'amélioration des outils opérationnels voilà, et puis comment accompagner les différents utilisateurs à prendre en main ces nouvelles informations dans la gestion de la ressource. Déjà, je voulais vous féliciter parce que pour le coup, vous êtes passé de quelques services de l'État à maintenant 50, une cinquantaine dans le groupe utilisateur et puis beaucoup plus encore qui sont inscrits, enfin, qui ont demandé un accès sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment grâce à vous voilà, c'est quand même une super avancée, ça, d'avoir mobilisé non seulement les unités hydrauliques, mais aussi les DDT, parce qu'il y a de plus en plus de DDT qui font partie qui font partie du groupe utilisateur. Et c'est finalement dans le groupe utilisateur qu'il y a des rencontres qui se font parfois entre DDT et UH des mêmes réels. Donc ça, c'est super. Comment on pourrait aller plus loin pour accompagner, je pense que nous, on a un petit souhait, c'est parce que donc, je suis à la direction de la recherche de l'OFB et on n'a pas vocation à ce que la plateforme opérationnelle elle soit tout de suite, tout le temps, que ce soit nous qui finançons. Nous, on a d'autres objectifs. En fait, on a plein d'idées d'amélioration encore, de recherche à faire sur la plateforme Prémisse. Mais on a un souhait, c'est justement que la DGPR prenne peut-être plus en main le sujet des étiages et puis que les SPC puissent, donc certains c'est déjà fait, mais pas tous, et donc du coup qu'il puisse y avoir une prise en main de la plateforme opérationnelle par le ministère. On pense que ce serait une bonne idée. J'envoie mes messages. Hein. Mais c'est pas pour me désengager parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels nous on voudrait encore travailler. Par exemple, typiquement pour l'instant dans l'état étiage, on n'a que 200 stations, un peu plus de 200 stations. Mais l'idée ce serait d'augmenter aussi le nombre de stations mises à disposition en augmentant la prévisibilité justement de ces débits. Là, la question que pose la Chambre d'agriculture, elle est tout à fait pertinente et c'est vrai qu'on en a besoin d'essayer d'augmenter l'horizon temporel d'échéance. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on aimerait aussi travailler. Enfin, en tout cas, clairement, il y a des enjeux sur... alors, peut-être pas tout de suite, mais enfin, vraiment, il faut qu'on travaille. Les influences, comme disait Florence, clairement, il y a une question qui nous est posée tout le temps, c'est... mais les restrictions, quelle est l'influence des restrictions sur l'hydrologie? Est-ce que réellement on a des débits qui sont meilleurs suite à la prise de restrictions? Et ben ça, typiquement, si on pouvait avoir des scénarios à condition d'avoir les données de prélèvement en amont et pour savoir combien on a contraint, et ben ça, c'était des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Et puis, encore à plus long terme, si on imagine on peut peut-être imaginer, parce que pour la biodiversité, il y a un autre paramètre qui est important. Donc, il y a la fragmentation du milieu, donc, enfin, les débits vraiment. Et puis, il y a aussi la température. Et donc, on peut imaginer à terme essayer de coupler des modèles hydrologiques avec des modèles de température et essayer d'anticiper des situations de stress en couplant température de l'air, hydrologie et regarder s'il y a des canicules aquatiques. Donc, voilà. Donc, on a plein de choses sur lesquelles on pourrait travailler.
Et pour le coup, la partie opérationnelle, elle a déjà super bien avancé, donc on pourrait peut-être. Ouais. Donc, je crois qu'elle te faisait la pause, David. Ça fait pour moi. Donc, voilà comment mieux communiquer peut-être sur les résultats, donc par rapport à l'expérience que vous avez de l'Adréal dans le dialogue entre producteurs de données, les chercheurs, modélisateurs, les gestionnaires. Donc, je crois que au sein de l'Adréal, vous avez déjà une certaine expérience pour communiquer ces données, les accompagner. Voilà, est-ce que tu as également des idées là-dessus? Oui, bah alors, sur ce point-là, c'est effectivement un challenge important. On a parlé du site héritage là, sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Ça va pas tout faire hein. Dans la doctrine, tout à l'heure, j'ai pas détaillé, mais il y a 3 objets. Il y a l'avant, le pendant et l'après-crise. Et l'avant-crise et l'après-crise, on a surtout parlé de la crise là, tout à l'heure. Et j'aimerais revenir sur ces 2 temps-là, qui est la préparation. Ça veut dire qu'on a besoin de connaître nos interlocuteurs, d'échanger avec eux, de restabiliser tous les éléments de production pour que tout le monde se comprenne bien. Et c'est la même chose sur les différents retours d'expérience. On a besoin de bien partager, de bien progresser ensemble, parce que sinon, en fait, chaque année, on se rend compte, hein, on reste un peu toujours sur les mêmes points noirs qui reviennent. J'ai commencé à parler tout à l'heure du problème des recalculs de données. À chaque fois qu'on fait un recalage d'un capteur, on recale un capteur par rapport à une échelle, à chaque fois qu'on fait une mise à jour d'une courbe de tarage, à chaque fois qu'on fait une mise à jour d'un corps TH, c'est une correction temps-hauteur là, pour prendre en compte l'influence végétative, on fait ce qu'on appelle des recalculs de données. Donc des données qui étaient publiées à un instant donné vont être modifiées plus ou moins en profondeur dans l'historique. Et ce recalcul, chaque année, ça pose de problèmes vraiment très importants localement parce que des arrêtés sécheresse ont été pris. Alors qu'on n'aurait pas dû, ou inversement, ils n'ont pas été pris, et puis lorsqu'on recalcule nos données, on s'aperçoit que ça fait plus d'1 mois qu'on aurait dû prendre un arrêté de crise, ainsi de suite. Et c'est vraiment dommage d'en être là aujourd'hui. Alors c'est inhérent à la difficulté de produire des données, mais c'est surtout un échec de communication. Donc il faut vraiment qu'on arrive à progresser là-dessus par des outils, par des moyens humains. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu plus fort. Et j'aimerais regarder un petit peu plus loin pour dire aussi ces difficultés, elles sont liées aussi à, on a parlé de variabilité climatique aujourd'hui, de changement climatique. Dans les données, nous, c'est hyper challenging hein, d'aller chercher des débits extrêmes. C'est ce qui nous motive le plus. Hein, on va vous dire franchement, d'aller choper des débits de crue ou d'étiage, c'est hyper stimulant. Pour autant, quand on enchaîne les records sans cesse, baso, zo, et sur l'ensemble du territoire, ça pose question. Et ça, j'aimerais l'illustrer en prenant 2 exemples. Sur la Beauce, la nappe de Beauce, là, qui est, bon, que beaucoup de personnes connaissent, donc les cours d'eau de nappe. Suite aux sécheresses 2019, 20 et 22, on a atteint des points bas historiques identiques à celles des années 90-91. C'est très regrettable, mais en moins de 9 mois, alors que c'est une cyclicité normalement pluriannuelle entre 5 et 8 ans sur ces nappes-là, en moins de 9 mois, on a rattrapé le débit historique de la crue de 2021, qui était une crue de nappe. Ça, c'est un retournement qui est, voilà, 9 mois avant, on nous l'aurait dit, personne, je pense que c'est nous l'aurait cru. Et c'est la même chose. Vendredi dernier, on est tout juste sorti d'un ASEC sur Lièvre à Savigny-à-Septienne à Bourges. Vendredi dernier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la météo là depuis 3 mois. À Orléans, il ne fait pas plus beau qu'ici, hein, je pense, ou ailleurs dans la France. Ça fait bien 2-3 mois qu'il pleut. Mais en fait, la pluviométrie, elle est quand même très hétérogène. Alors normalement, on est sur un secteur qui est soumis à des fluides d'ouest. Donc, bon, un événement, on peut passer à côté. Mais normalement, sur une pluviométrie mensuelle ou même saisonnière à l'échelle d'un automne, au bout d'un moment, la pluviométrie doit être à peu près identique. Là, ce n'est pas le cas. Le comportement des nappes devrait être aussi un peu plus réactif. On n'a pas eu d'étiage particulièrement sévère cette année. Et pour autant, fin novembre, on n'était pas sorti d'un ASEC sur Lièvre à Savigny-à-Septienne. Ça pose quand même beaucoup de questions. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Hein, on constate, on ne fait que mesurer. Mais en fait, on bat des records dans un sens, dans l'autre, et des records qui sont à chaque fois qui créent des surprises. Et ça, on se rend bien compte qu'il y a du dérèglement. Les précipitations n'ont pas la même typologie, elles n'ont pas le même rythme, elles n'ont pas la même saison. Et du coup, elles n'ont pas le même effet sur le système hydrologique. Et du coup, ça change vraiment le comportement des cours d'eau. Et nous, bah, on est au premier plan là pour s'en apercevoir en tant que producteur. Mais ça, vraiment, moi, ça me questionne. On n'a pas de réponse, mais ça génère d'autant plus de difficultés pour les mesures. Voilà. Donc, merci David pour cette vision là des outils.
de l'évolution de cette ressource en eau dans le contexte du changement climatique et de l'intensification des cycles hydrologiques. Marion, donc, une dernière question sur comment l'information de la plateforme Prémisse donc, permet de faciliter la gestion de crise peut-être pour les usages agricoles et améliorer la gestion à la fois tactique et stratégique pour l'agriculture. Oui. Sur le volet, on va dire anticipation de la gestion de crise, je dirais que déjà le premier prérequis, c'est que ça dépend de quel type de culture on a de concerné. Typiquement, si vous êtes sur des vergers, finalement, une prévision à quelques mois, elle va pas avoir grands enjeux sur ce qui va être mené parce que de toute façon, les plantes sont implantées et voilà, l'idée, c'est d'accompagner au mieux, mais on n'aura pas de grosses modifications stratégiques ni tactiques. Sur d'autres cultures, donc typiquement sur du maraîchage, on peut avoir ponctuellement du report d'implantation. On l'avait notamment observé en 2022, en fait, face à la crise qui avait été assez importante. Voilà, il y avait eu quelques reports. Alors, je parle pas d'un report conséquent, hein, mais on peut avoir sur une semaine ou deux, voire 3 semaines, des reports pour essayer de pas avoir les pics de besoin en eau tout au même moment. Et puis sur, on va dire plutôt ce qui est polyculture, élevage. Donc j'en parlais tout à l'heure, on peut avoir des ajustements à la marge sur le type de culture. On va plutôt s'orienter sur, quand c'est disponible, des plantes avec des cycles plus courts. Et puis, par exemple, si on se trouve au mois de juin et puis qu'on a un peu cette prévision-là, on peut avoir des choix d'exploitants qui vont concentrer l'irrigation sur une partie des parcelles qu'ils avaient préfléchées, mais pour être sûr qu'ils puissent mener à terme leur irrigation, parce que, en fait, une fois que l'irrigation a débuté, l'objectif, c'est bien de mener jusqu'au bout du cycle la culture. Sinon, entre guillemets, on a un peu le sentiment d'avoir mis des fonds à perte. Donc voilà, ça c'est sur ce volet un peu anticipation, gestion de crise. Après, les outils d'anticipation globalement, hein, de ressources en eau, type plateforme Prémisse, en fait, donc on va dire on est plutôt sur de la prévision un peu saisonnière. Enfin voilà, nous l'idéal ce serait 6 à 9 mois d'anticipation pour être sur quelque chose d'un peu plus calé. C'est des choses qu'on travaille en fait, où on a notamment une expérimentation en phase de test là sur un bassin versant de la région, donc qui est sur un travail conjoint avec l'INRAE, l'université Gustave Eiffel et puis un fournisseur en fait de données qui est Aquasis, où là on couple ces prévisions. Enfin, l'idée est de coupler ces prévisions de ressources avec les prévisions d'assolement dans le cadre d'une gestion collective de l'irrigation pour que ça nous fasse des indications en plus pour avoir une gestion entre guillemets dynamique de cette irrigation et d'ajuster les allocations à la hausse ou à la baisse en fonction de la disponibilité de la ressource et donc des prévisions d'évolution de la ressource si on prévoit aussi ces potentiels d'irrigation. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de modèle fonctionnel, mais voilà, on essaye aussi de rechercher pour avoir quelque chose qui soit à la fois le plus respectueux de la ressource en eau, le plus durable, et puis qui réponde aux enjeux des exploitants agricoles, dont eux, l'objectif, c'est d'avoir, entre guillemets, une production plutôt lissée d'une année sur l'autre, même si on a toujours possibilité de faire des stocks ou ce genre de choses, mais voilà, d'avoir quelque chose le plus anticipé possible. Après, par contre, sur tout ce qui est vraiment adaptation des systèmes, enfin des exploitations en tant que telles, pour avoir des choses vraiment une plus-value, il faudrait des anticipations de plusieurs années. Parce que voilà, une exploitation agricole, on ne va pas piloter son assolement à l'année, on est vraiment sur un cycle plus long.